Nous sommes aujourd'hui au congrès de diabète de Berlin et nous sommes en interview avec Marie Ozano. Bonjour. Bonjour, merci pour cette invitation. Vous avez une formation en santé publique et êtes épidémiologiste à l'université d'Ulm et spécialisée dans le diabète, exact? Voilà, c'est ça. En fait, j'ai étudié la science politique et le droit à l'université de Bordeaux et j'ai ensuite fait un master de santé publique à l'université de Munich et je travaille maintenant principalement avec le registre de patients diabétiques DPV, DPVO en allemand, à l'université de Ulm, à l'Institut d'épidémiologie. D'accord. Assurance santé privée, assurance santé publique, peut-on dire que le système médical allemand ou que la médecine allemande est une médecine à deux vitesses? Oui, alors c'est une critique qui est souvent formulée à l'égard du système allemand. C'est vrai qu'à première vue et pour un Français, le système peut paraître inéquitable. Il y a environ 90% de la population qui est assurée dans le système public, 10% dans le système privé. Les personnes qui sont assurées dans le système privé sont souvent des personnes qui sont dans une situation privilégiée d'un point de vue socio-économique. Et l'assurance privée peut leur offrir le choix sur une plus large gamme d'options thérapeutiques, un meilleur taux de remboursement, des rendez-vous plus rapides avec des spécialistes de leur choix et souvent les meilleurs spécialistes. D'accord. La prise en charge des pathologies chroniques est-elle particulièrement impactée par ce système? Alors, c'est difficile de le savoir exactement parce que le système n'est pas transparent. Mhm. Les données que nous pouvons analyser dans le cadre de notre travail sont soit des données qui contiennent tous les patients mais qui n'ont pas d'informations, qui ne comportent pas d'informations sur le statut d'assurance, soit qui contiennent uniquement les patients dans le secteur public. Donc, nous n'avons pas la possibilité de le savoir exactement. Mais ce que nous pouvons faire, c'est analyser des facteurs proches, comme par exemple le statut socio-économique. Mhm. Alors, nous ne le faisons pas au niveau individuel, car nous n'avons pas ces données, notamment le revenu au niveau individuel. C'est très difficile d'avoir des informations précises là-dessus. Mais nous utilisons des index. Ce sont des données agrégées au niveau de zones d'habitation. Donc, cela nous permet d'avoir une idée, en Mhm. fait, de la situation socio-économique d'une zone d'habitation d'une région. Et grâce au code postal des patients, nous arrivons à identifier les patients qui habitent dans ces zones. Et nous avons, par exemple, trouvé que pour les patients qui ont du diabète de type 2, les adultes, l'utilisation de médicaments antidiabétiques plus coûteux, de nouveaux médicaments comme les inhibiteurs du SGLT2 ou les GLP1, sont moins utilisés dans les zones socio-économiquement défavorisées par rapport aux autres zones, significativement moins. En revanche, pour les enfants qui ont du diabète de type 1, nous ne voyons pas de différence d'un point de vue socio-économique. Il est même un petit peu surprenant, mais nous observons que l'utilisation de la technologie du diabète, donc les pompes à insuline, les capteurs de glycémie en continu, sont plus utilisés dans les zones défavorisées, socio-économiquement défavorisées. Voilà. Et la dernière chose, c'est le problème qui reste peut-être préoccupant en Allemagne, c'est que les personnes qui ont une origine migratoire, qui viennent de l'étranger, ont beaucoup moins accès à ces technologies que les personnes nées en Allemagne. D'accord. Et selon vous, de quelle manière le diabète est-il un frein dans la vie quotidienne des patients en Allemagne? Alors, je peux parler principalement de la pédiatrie, qui est le domaine dans lequel nous avons le plus de données, sur lequel nous travaillons le plus. Le diabète de type 1 reste une maladie lourde à gérer au quotidien pour les patients et pour leur famille. Il faut investir de nombreuses ressources, pas seulement de temps, mais aussi des connaissances sur la nutrition, l'activité sportive, etc. Bien sûr, les patients et leurs familles sont formés. Euh, Comme en France, je pense que l'arrivée récente et les progrès qui ont été faits dans les nouvelles technologies du diabète ont contribué à grandement améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles. Actuellement, en Allemagne, il y a 90% des enfants qui utilisent un capteur de glycémie en continu, de mesure de glycémie en continu.
environ 60%, plus de 60% qui utilisent une pompe à insuline et environ 30% qui utilisent un système automatisé qui combine les deux. Donc ça, ces technologies ont contribué à améliorer leur vie, mais bien sûr, elles ne fonctionnent pas automatiquement toutes seules. Cela nécessite de mettre en place des formations adaptées, régulières, et souvent on observe que les centres de diabétologie manquent de personnel qualifié sur ces techniques et manquent de ressources. D'accord. Y a-t-il donc des aspects socio-économiques qui font une différence dans la prise en charge des patients diabétiques? Vous l'avez déjà plus ou moins expliqué. Et comment de tels facteurs se répercutent-ils concrètement sur l'offre de soins? Oui, alors, bon, ce qu'il faut dire, c'est que le système allemand est globalement très bon, hein. On n'a pas de problème majeur de prise en charge au niveau des assurances, comme par exemple aux États-Unis, où c'est un réel problème en pédiatrie en ce qui concerne le diabète. Euh, mais nous observons justement que les personnes qui ont un statut ou une histoire de migration ont moins accès à ces technologies, et ça, c'est un problème qui persiste. Pour vous donner une idée, les enfants issus de la première génération, donc qui sont nés à l'étranger, Mhm. ont moitié moins accès aux pompes à insuline et aux systèmes automatisés que les Allemands nés en Allemagne. Les raisons pour ces inégalités ne sont pas vraiment connues. Je pense qu'il y a une partie de barrage linguistique. Probablement, la langue est importante pour participer aux formations, à l'éducation, pour utiliser ces nouvelles technologies, pour remplir les formulaires, pour demander un remboursement à l'assurance maladie, pour appeler les hotlines en cas de problème technique. Il peut y avoir aussi un manque de confiance dans certaines familles étrangères en sa capacité d'utiliser ces nouvelles technologies, un manque de connaissances aussi. Euh, voilà, je pense que tous ces problèmes, toutes ces hypothèses nous laissent il y a là un potentiel d'action en tous les cas et la possibilité d'améliorer les choses parce que nous savons que ces inégalités d'accès aux technologies peuvent accentuer les inégalités que nous observons de toute façon au niveau des résultats de la thérapie, c'est-à-dire HbA1c et complications aiguës. Donc là, il y aurait la possibilité de faire quelque chose. D'accord. Voilà. Je vous remercie pour votre temps. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.